Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le sempiternel problème des indemnisations perturbe la construction des infrastructures routières. Entre Kribi, Douala et Yabassi, la revue des chantiers laisse entrevoir d'énormes retards dans l'exécution des projets routiers, hôteliers et sportifs prévus dans le cadre de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. C'est le dossier économie et infrastructure du 20h ce jeudi. À la veille des échéances électorales, les villes anglophones s'embrasent encore dans les violences meurtrières. Les appels au cessez-le-feu et au dialogue peinent à résonner sur le théâtre d'une crise socio-politique transformée en une insurrection armée. Alors que la communauté internationale durcit le ton, le gouvernement joue la sourde oreille et l'opposition est aux abois. Dans ce journal, des propositions sont faites pour une sortie de crise anglophone vécue depuis 2 ans au Cameroun. Les élections générales à la FECAFOOT prévues pour le mois d'août 2017-2018, qui est le mois consacré à l'élection du président de la FECAFOOT. Le comité de normalisation vient de programmer le calendrier des élections et consultations à la Fédération camerounaise de football. Et dans ce journal, un documentaire exclusif sur les circonstances troubles dans lesquelles Monseigneur Benoît Bala, évêque de Bafia, avait été retrouvé mort il y a près d'1 an. Jusqu'ici, aucune enquête n'a été bouclée concernant les circonstances de sa disparition et sa mort mystérieuse. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La revue des chantiers infrastructures routières qui a été faite par le ministre des Travaux publics laisse entrevoir le sempiternel problème des indemnisations des populations, notamment sur le chantier de l'autoroute Kribi-Edea. Cependant, le deuxième pont sous le Vouri a été ouvert de façon partielle. Le gouvernement en a fait la réception provisoire. Cependant, les nombreux embouteillages se posent toujours avec acuité entre le rond-point d'Edo et Bonassama dans le 4e arrondissement de Douala. Les autorités ont demandé aux populations de faire preuve de patience. Reportage Joël Essenge et Guizogo. Le pont sur le Vouri vient d'être provisoirement réceptionné par le ministre des Travaux publics à Douala. Le gouvernement et la communauté urbaine font le pari de juguler l'impatience des populations d'en finir avec les bouchons sur cet ouvrage. Nous procédons à la réception partielle des aménagements connexes côté Bonabéré. Interviendront plus tard les aménagements connexes côté Dedo. Mais déjà, l'ouvrage lui-même a fait l'objet d'une réception provisoire il y a quelque temps déjà, puisqu'il est en cours d'exploitation. Nous sommes satisfaits. Nous sommes presque au bout de nos peines. Il faut que les populations supportent encore un tout petit peu. Dans quelques semaines, la fluidité de la circulation sera une réalité et tout le monde va donc apprécier. Plus généralement, au-delà du pont sur le Vouri, le ministère des Travaux publics garde un œil attentif sur d'autres chantiers en cours. Il s'agit de la route nationale numéro 3, où les bus métalliques sont remplacés par des dallos. La mobilisation de l'entreprise, tant sur le plan personnel que matériel, nous pousse à croire que nous allons respecter les délais. Le ministre a pris des engagements de s'y atteler pour que les paiements suivent. C'est aussi le cas avec l'autoroute Kribi-Lolabé qui dessert le port en eau profonde de cette ville. L'entreprise avance convenablement. Nous allons connaître certainement un retard parce qu'elle a été amenée à suspendre les travaux en raison de ces difficultés financières, mais qui sont aujourd'hui derrière nous. Enfin, la route Douala-Bonepoupa-Yabassi fait également l'objet d'un contrôle. Des mesures sont prises pour que les emprises soient totalement libérées, notamment sur les zones où il y a une forte agglomération. Ça, il faut être rassuré. Le décret qui accorde ces indemnisations est pratiquement disponible.
Sur certains de ces chantiers, des problèmes sont soulevés, à l'instar de l'autoroute Kribi-Lolabé, à propos des pygmées et de la libération des emprises sur la route Douala-Bodepoupa-Yabassi. En ce qui concerne les indemnisations, il y a des problèmes ici. Il y a beaucoup de problèmes. Oui. De ce côté-là, il y a beaucoup de problèmes parce que personne n'a pas encore rien reçu. Oui. Et on ne sait même pas comment ça se passe. On attend encore. On a les voies de dessert par rapport à l'autoroute. Ça a coupé totalement le village en deux. C'est l'unique village dans le projet où l'autoroute est tombée en plein fouet dans un quartier du village. On a par exemple nos frères pygmées qui sont à côté, qui n'ont plus d'accès. Donc, dans l'ensemble, nous devons voir comment les désenclaver. Des contrariétés, à en croire le gouvernement, qui seront solutionnées très rapidement. Parlons à présent des chantiers de la CAN 2019 au Cameroun. À 7 mois de la date fixée pour la livraison du stade Omnisport de Japoma, le taux de réalisation est fixé à 45% selon une évaluation faite ce jour lors d'une visite du gouverneur du littoral qui est le président du comité régional d'organisation de la CAN 2019. Les aires de jeu n'ont pas encore pris forme, mais les tribunes sont en cours d'installation. C'est le constat que font nos reporters François Dikoumé et Sylvestre Zangaou qui nous font une visite guidée du stade de Japoma en cours de construction dans le 3e arrondissement de Douala. Reportage. Sur le chemin de la CAN 2019, il faut passer par des routes pour arriver au stade. C'est ainsi qu'à Douala, en plein cœur de la forêt, des ouvriers et des engins construisent une route longue de plusieurs kilomètres. C'est une route qui va du stade de Japoma jusqu'à quelques kilomètres du pont sur la Dibamba. L'objectif ici est de multiplier les voies d'accès au stade afin d'éviter les embouteillages. Le niveau d'avancement des travaux est d'environ 15%. De la route au stade, nous sommes toujours sur le chemin de la CAN 2019. Voici que s'ouvre à nous le complexe multisport de Japoma. Ici, les tribunes Est et Ouest ont déjà pris forme. Les ouvriers s'activent sur tout le site. Le chantier doit être livré en décembre 2018. Un tour à l'intérieur nous conduit dans les couloirs qui mènent au vestiaire. Là aussi, les ouvriers sont à la tâche. Après quelques minutes, nous nous glissons dans les vestiaires en chantier. Difficile d'imaginer à quoi ils vont ressembler le moment venu. Tout ici, et encore sans ce dessus-dessous. Du haut des tribunes, on a une vue plus large du site. Au nord et au sud, ce sont des barres de fer qui forment le squelette, où seront construites d'autres tribunes. La future aire de jeu sert encore de parking. À un an du coup d'envoi de la CAN 2019 que va organiser le Cameroun, les tribunes du stade Omnisport de Japoma sont prêtes à 34% selon le responsable de ce chantier. Mais à la fin, il faudra construire 50 000 places assises pour les spectateurs qui viendront regarder les équipes de la poule qui sera logée dans la ville de Douala. Dans les prochaines semaines, affirme le responsable de ce chantier, les travaux vont s'accélérer. L'ensemble de l'œuvre sera livré 6 mois avant le début de la compétition, c'est-à-dire au mois de décembre 2018. Sur ce site, pour Equinox Télévision, François Dikoumé, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Précisons que le comité régional d'organisation de la CAN 2019 a également visité des infrastructures hôtelières et hospitalières qui ont été retenues dans le cadre de cette CAN 2019 prévue au Cameroun. Cependant, le sempiternel problème des infrastructures routières à Douala a été évité lors de cette visite des chantiers à quelques semaines de l'arrivée d'une mission d'inspection de la CAF. À ce sujet, je vous propose d'écouter le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois, et par ailleurs président du comité régional d'organisation de la CAN 2019. Satisfait à mi-parcours de l'exécution des travaux des divers chantiers. Les infrastructures sportives nous donnent aujourd'hui du bon moteur. Nous ne sommes plus à une phase hésitante parce que le taux de réalisation est intéressant. Nous voulons dire que
toutes les entreprises qui sont sur le terrain se sont véritablement mobilisées et tiennent à ce que, avant les grandes pluies de septembre, que nous ayons à couvrir la plupart de nos ouvrages. Où en sont les préparatifs de la CAN 2019 à l'ouest du pays, en prélude à l'arrivée imminente des inspecteurs de la CAF? Le gouverneur Samuel, le gouverneur de la région de l'Ouest, a évalué les chantiers de modernisation des hôtels à Bafoussam. Il a également pu relever qu'il y a de nombreux retards dans la construction et la modernisation des différents chantiers. Un seul mot d'ordre: accélération des travaux avant la date butoir de livraison de ces chantiers pour abriter la CAN 2019 au Cameroun. Dallas Tiana et Jean-Paul Chuniat. À quelques semaines de la descente de la 3e mission d'inspection de la CAF à l'Ouest Cameroun, le président du comité régional de la CAN 2019 et tout son staff préinspectent les chantiers de construction des hôtels devant héberger les équipes et délégations étrangères attendues dans la poule de Bafoussam. Dans son tour des différents sites, le gouverneur Wafonka Augustine et son équipe démarrent par l'hôtel La Vallée de Bana, en pleine réfection depuis qu'elle a été retenue parmi les infrastructures de la CAN 2019. La Vallée de Bana, confirmée par la CAF, fait peau neuve pour s'arrimer aux standards internationaux. Chambre à coucher, salle de sport et massage, restaurant, salle de conférence, chaque compartiment connaît une cure de jouvence. Dans l'extension de l'hôtel. Oui, combien de chambres? Actuellement, nous avons 6 boucaros, 2 suites et un studio. C'est la phase de finition. Oui. Là, vous avez la lingerie. Oui. Avec des bureaux dessus. Oui. C'est une chambre. Tout est fait. Oui, je vais voir ça tout à l'heure. En plus d'un paysage pittoresque à perte de vue, les délégations logées ici disposeront d'un espace de loisirs constitué de cours de tennis, piscines et attractions diverses. Deuxième escale du président régional du Kokan Ouest, le complexe hôtelier d'Nkep, dans l'arrondissement de Bangou. Le site grouille d'engins et de machines. Manœuvres, techniciens, contremaîtres et ingénieurs travaillent à la vitesse grand V pour mettre debout des bungalows. Restaurants, salles de conférence, ateliers de sport, salles de massage, espaces de loisirs, piscines, autres aires de jeux et jardins. Et à plus de 500 mètres du cœur de la citadelle, l'on annonce la sortie imminente de terre d'un stade d'entraînement qui fera de tout cet endroit un complexe futuriste, pas comme les autres. En plus de l'hôtel Zingana déjà retenu, le gouverneur Wafonka Augustine a visité un 3e hôtel en chantier à Bafoussam. Le long de tout ce trajet, sur ses lèvres, une seule recommandation: accélérer les travaux jour et nuit avant l'arrivée des inspecteurs de la CAF dans quelques semaines. Et avant cette CAN 2019, la FECAFOOT aura certainement un nouveau président. Et pour cause, les élections à la Fédération camerounaise de football sont programmées pour le 17 août 2018. Le comité de normalisation vient de dévoiler le calendrier des opérations de renouvellement des organes de la FECAFOOT d'ici quelques mois. Emmanuel Diop et Ike Cyril. Il y a quelques jours, la FIFA a renvoyé au Cameroun les statuts réécrits de la Fédération camerounaise de football. Le comité de normalisation annonce une vaste campagne de vulgarisation devant aboutir à l'adoption des nouveaux statuts le 23 juin 2018 au niveau national. Nous avons une feuille de route pour les 3 mois à venir. Nous allons commencer la vulgarisation des projets de statut auprès des acteurs du football dès demain, 1er juin 2018. Ce qui conduira la convocation de l'Assemblée générale de 2009 qui examinera et adoptera ces nouveaux statuts. Ceci est prévu pour le 23 juin 2018. L'Assemblée de 2009 est donc retenue pour l'adoption des textes de la FECAFOOT. Et pour ce qui est des clubs appelés à prendre part au processus, le comité de normalisation fixe également les règles. Il s'agit des clubs ayant régulièrement participé au championnat amateur de la saison 2011-2012 et participer au championnat en cours de la saison 2017-2018. Donc les deux critères sont cumulatifs.
Après l'adoption des statuts et du code électoral au niveau fédéral, le 23 juin 2018, les ligues départementales prendront le relais du 29 juin au 1er juillet 2018 avant les ligues régionales le 6 juillet 2018. Du 8 au 12 juillet 2018, les candidatures seront reçues au niveau départemental pour des élections prévues du 16 au 24 juillet. Du 25 au 28 juillet 2018, les candidatures sont reçues au niveau régional et les élections prévues le 3 août 2018. Les candidatures au niveau national sont reçues entre le 4 et le 9 août. L'élection fédérale, quant à elle, programmée le 17 août 2018. La passation de service entre l'exécutif élu et le comité de normalisation est prévue du 27 au 30 août 2018. Plus rien ne semble arrêter le comité de normalisation de la FECAFOOT qui annonce la fin de sa mission effectivement le 31 août 2018. Nous sommes enfin heureux de vous annoncer que le 31 août 2018, notre mission s'achève. Au-delà du chronogramme de renouvellement des organes de la Fédération camerounaise de football, le comité de normalisation a également rendu public un programme de revue des procédures et des performances administratives et financières de la FECAFOOT. Dans le reste de l'actualité, une famille d'escrocs spécialistes de l'arnaque se cache derrière la nébuleuse affaire Mida. C'est du moins ce que révèle Paul Nasseri Beya, le gouverneur du centre, a fait le point sur les opérations de recensement des victimes et la phase de remboursement des souscriptions est annoncée dans les tout prochains jours. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Il y a une femme qui a misé dedans 56 millions de francs. C'est en présence de tout le gratin administratif de la région du centre, avec au premier rang les préfets des 10 départements, que le gouverneur de la région du centre a décidé de percer le mystère de l'affaire Mida. C'était la première fois que Nasseri Paul Beya se prononçait de façon officielle sur ce qu'il a qualifié de vaste arnaque, mieux, de pièges à rats dont les victimes se comptent aujourd'hui par milliers. Vous donnez 9 600 650 000 francs. Vous avez 50 millions de francs en 3 semaines. Ça veut dire que c'était trop bon pour être vrai. Et marcher avec l'argent dans leur maison. Parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Parce que ça devait être difficile de demander chaque semaine des milliards dans les banques. Ça devait attirer l'attention. Nos compatriotes qui veulent le gain facile, ils ont tombé Tchoko. Selon le gouverneur de la région du centre, ce sont 11 835 souscripteurs qui sont dans le désarroi, dans l'attente du remboursement de l'argent qu'ils ont misé, en nourrissant le rêve de gagner gros. Des victimes qui se comptent dans toutes les sphères de la société et qui, selon Nasseri Paul Beya, sont tombés dans une arnaque bien montée par les membres d'une même famille. Ces promoteurs, pour attraper ou bien pour attirer les gens, ils ont donné l'impression que l'argent sortait des bailleurs de fonds, les organisations internationales, les sponsors, pour aider les pauvres. Tout le monde se retrouve dedans, dans des prêts nombres. Ce réseau a été stoppé net et cette population doit répondre. Et c'est une seule famille. Le grand frère, le petit frère, et même la maman qui est religieuse. Vous avez une famille, des enfants très intelligents. Le fait étant déjà commis, il est question aujourd'hui de voir dans quelle mesure rétablir les souscripteurs dans leurs droits, en leur remboursant non pas le gain attendu, mais uniquement l'argent qu'ils ont placé. Il y a une sous-commission de requête qui est chargée de vérifier tous les reçus. Et quand vous voyez vraiment le reçu là, c'est le reçu, c'est un peu aussi simple que même le directeur des forces humaines ne donne pas des reçus comme ça. Donc il est question donc de vérifier tout ça sur leur machine, sur leur registre, avec la conformité, et il y a une commission, sous-commission pour valider.
au sujet des accusations des responsables de la MIDA portant sur le détournement d'une partie de l'argent récupéré à leur siège. Le gouverneur parle d'un faux fuyant qui conforte une fois de plus la mauvaise foi de ces derniers, lesquels font face depuis quelque temps à la justice camerounaise afin de répondre de leurs actes. Mais ils sont là en train de vouloir dire que c'est l'État qui a arrêté leur processus alors que ça devrait être une bonne chose pour la population. Si vous ne travaillez pas et on vous donne 50 millions de francs en une semaine, les gens veulent maintenant dire que c'est parce qu'ils ont vu ça à la CATV, ils ont vu ça à la télé, ils ont vu les autorités là-bas. Posez-vous la question à savoir, est-ce que cette histoire peut être vraie? La MIDA est comparée à la pyramide de Ponzi qui a fait des victimes dans plusieurs pays dans le monde. Au Cameroun, les exemples malheureux de Leadership Academy et du PID restent frais dans les mémoires. Pour le seul cas du PID, ce sont plus de 4 milliards de francs CFA qui ont été estorqués à environ 12 000 souscripteurs entre 2009 et 2010. Et pourtant, conclut Nazeri Paul-Béa, les Camerounais n'ont pas tiré les leçons. À la veille des échéances électorales, les villes anglophones s'embrasent dans les violences meurtrières. Les multiples appels au cessez-le-feu et au dialogue peuvent-ils encore résonner sur le théâtre d'une crise sociopolitique anglophone qui s'est transformée en une insurrection armée? Nous en parlerons ce soir avec la présidente nationale du CPP, Kawala, invitée politique du 20h. Mais avant, se publie reportage concernant les laboratoires biopharma qui ont accompagné des femmes et des jeunes mères durant la fête des mères afin de démontrer leur attachement aux valeurs sociales et au rôle que représentent les femmes dans la société camerounaise. Reportage. Un sourire sur le visage des mamans, voilà qui marque une journée spéciale. Consacrée à la célébration de la fête des mères, l'édition 2018 est un honneur que les laboratoires biopharma rendent aux mamans. Tout un poème dédié aux mères de l'humanité. Ma douce mère, tu es la plus bonne de toutes les mamans. Quand tu me fais un tout petit sourire le matin, cela illumine ma journée. Ma tendre mère, tu es la seule qui supporte nos plus vilains caprices. Et pour rendre cet hommage aux mères du Cameroun, d'Afrique et du monde entier, les bébés en tête de ligne avec la marque de lait de toilette Moby Bébé des laboratoires Biopharma, toute une gamme de produits pour l'entretien et l'hygiène de la peau des bébés. Pour les mères à l'honneur, la célébration de cette journée avec faste et solennité est une tradition de longue date chez les laboratoires Biopharma. Moby Bébé aide les mamans, papas à conserver la santé de leurs enfants. Parce qu'avec tous ces produits Moby Bébé, on est sûr qu'on aura un enfant en bonne santé et en bonne forme. Et ceci, c'est une initiative vraiment à encourager. Et je dis merci au laboratoire Biopharma pour cela. C'est une très belle initiative que Moby Bébé accompagne les mamans dans cet événement de mère et enfant. Parce que la gamme Moby Bébé est une très belle gamme, une gamme qui assure l'enfant sa peau. Même si les enfants jouent dans du sable, ils savent qu'avec la gamme Moby Bébé, ils n'ont pas de problème par rapport aux microbes. Le teint de l'enfant est uniforme, le teint de l'enfant est bien. En plus, ils sentent très bon. Je suis très émue par rapport au geste que Moby Bébé a fait pour les mamans ce jour. Et je souhaite qu'ils continuent comme ça. Et je prie tous les mamans à utiliser le lait Moby Bébé. C'est un très bon lait. Je l'utilise depuis... Ça fait 8 ans, mon premier fils. Aujourd'hui, il a 8 ans. Et vous voyez que 4 enfants, c'est pas passé. Avec Moby Bébé, c'est un bon produit. Ça n'agresse pas la peau des enfants. Merci Moby Bébé. À cette célébration, jeu de questions-réponses, concours de danse et interprétation étaient de la partie. Tout ému et satisfait du grand show de plus de 2h30 d'horloge à l'honneur des mères, l'association Mères et Enfants résume toute sa gratitude en quelques mots. Merci à Moby Bébé et au laboratoire Biopharma. C'est une grande joie déjà pour l'association Mères et Enfants d'être accompagné. Ce n'est pas la première fois que le laboratoire Biopharma, via le concours Moby Bébé, nous assiste pour l'organisation d'un pareil événement. Et une fois de plus, ça montre à quel point le laboratoire Biopharma a de la chaleur pour la mère, la chaleur pour la femme, pour ce qui concerne la santé maternelle et infantile, ainsi que tout ce qui va dans le domaine de la beauté de la femme. Au laboratoire Biopharma, accompagner les mères et leurs enfants
est une préoccupation de tous les instants en pareilles circonstances festives. Il était impératif que Moby Bébé soit présent à cet événement, surtout en cette journée spéciale où nous célébrons les mamans qui donnent la vie, les mamans qui prennent soin, les mamans qui au fil du temps développent cet amour inconditionnel avec leur bébé. Donc Moby Bébé, en tant que témoin de leur plus belle expérience, ne pouvait pas manquer cette occasion de leur dire merci pour tout ce qu'elles accomplissent au quotidien. En se séparant, la gamme Moby Bébé et les laboratoires Biopharma promettent aux familles d'être toujours à leur côté et pour toujours. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Sur ce plateau, la présidente nationale du CPP, Edith Kawala, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi le début de cette audience publique menée par la commission en charge de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme à Bamenda. Bien avant l'annonce de cette réunion, il y a eu de nombreuses menaces adressées à cette église presbytérienne où se tient cette réunion menée par la commission Peter Mafani Moussongue. Comment expliquez-vous, réagissez-vous face à ce radicalisme observé sur le théâtre de la crise anglophone? Écoutez, on ne va pas revenir sur chaque incident. Cette crise commence, il ne faut jamais qu'on l'oublie, elle commence avec des protestations non violentes de la part des activistes anglophones. L'État répond par la violence, par la brutalisation de ceux qui sont en train de manifester, que ce soit les étudiants à Buea, que ce soit les avocats à Bamenda ou à Buea, et par l'arrestation de ces acteurs non violents, dont certains ont reçu des peines de 15 ans il y a quelques jours au tribunal à Yaoundé. La crise devient violente à quel moment? Quelques 10 mois plus tard, après le 1er octobre 2017. Pourquoi? Parce que on tire sur les manifestants. Le 22 septembre et le 1er octobre, on tire sur des personnes qui ne sont pas armées. C'est ça qui pousse une frange de cette population à dire on doit prendre des armes pour ce que eux ils appellent la défense de soi-même. Aujourd'hui, que ce pic de violence a atteint un niveau insupportable. Que faut-il faire concrètement? Alors, pour le CPP, pour Stand Up for Cameroon, nous faisons 3 appels. Le premier appel est à l'ensemble des Camerounais qui veulent que ces violences s'arrêtent. On passe notre temps à en discuter dans les bars. Ouais, il faut que ça s'arrête. Ouais, ce n'est pas bien, etc. Il faut qu'on entre en action. Il faut qu'on entre en action de manière non violente pour faire la démonstration que on peut mener un combat pour les droits de l'ensemble des Camerounais de manière non violente. Et nous commençons demain avec notre vendredi en noir qui est dédié demain à tous ceux qui sont morts depuis 2 ans. Comment faire pour que ces différentes bandes armées cessent le feu, qui ait cessé le feu sur le théâtre de la crise anglophone? J'y arrive parce que j'ai dit 3 appels. Donc, première chose, et ça compte beaucoup, pour que les gens baissent les armes, il faut qu'ils voient que les gens se battent de manière non violente de l'autre côté. Donc, nous tous, on a besoin d'entrer dans la non-violence. Deuxième appel est à l'ensemble des acteurs, les religieux, la société civile, les acteurs politiques que nous sommes, pour accélérer et la synergie. Nous sommes déjà tous en discussion, mais on doit accélérer la synergie de nos actions pour imposer. Parce que là, il ne s'agit plus de discuter avec le gouvernement. Tout le monde, nous tous, on a déjà dit depuis 2 ans, il faut le dialogue, il faut le dialogue. Le gouvernement ne bouge pas. Donc là, maintenant, on doit imposer ce dialogue par des actions non violentes. Et troisièmement, là, c'est la responsabilité du CPP, où nous appelons ceux qui combattent pour les séparatistes, appelons-les ainsi, nous les appelons à poser les armes. Poser les armes, pourquoi? Poser les armes ne veut pas dire la capitulation, ne veut pas dire qu'ils ont perdu. Nous leur disons,
notre gouvernement est répressif et brutal. Ils vont brutaliser, ils vont faire de la répression. Quand, depuis que eux, ils ont pris les armes, on a vu cette répression monter à un autre créneau. Avant octobre 2017, il n'y avait pas de villages brûlés. Il n'y avait pas de personnes déplacées. Il n'y avait pas le nombre de réfugiés. Depuis que eux, ils ont pris les armes, le nombre de la population qui est affectée ne fait que croître, et le nombre de personnes et le nombre d'arrestations, le nombre de personnes qui sont tuées, le nombre d'arrestations ne fait que croître. Pensez-vous qu'ils seraient sensibles face à l'ampleur de la crise humanitaire qui se dessine dans ces régions? Ils seront sensibles si le reste du pays entre en action non violente. Et c'est pour ça que nous disons, le vendredi en noir de demain est très important. Si vous êtes pour la paix au Cameroun, si vous êtes pour que cette situation cesse, et les actions non violentes qui vont suivre avec la participation de l'ensemble de la population. Et comment va s'engager donc ce dialogue que vous demandez, alors que le gouvernement dit qu'il ne discute pas avec ceux qui sont pour la sécession du Cameroun? Écoutez, vous savez que pour le mouvement Stand Up for Cameroun, la solution pour la crise anglophone, c'est la solution pour l'ensemble du Cameroun. C'est la transition politique. C'est à nous, Camerounais, d'imposer cette transition politique, le départ du régime. Après ça, nous allons entrer en dialogue. On ne peut pas continuer avec un régime qui ne veut pas dialoguer, mais qui veut tuer des Camerounais. On ne peut pas continuer, et tout Camerounais qui est contre ça doit se lever de manière non violente pour s'exprimer et pour agir pour qu'on arrive à cette solution. Est-ce que vous êtes favorable à une médiation internationale des Nations Unies, des États-Unis ou de l'Angleterre qui pourrait mettre pression davantage sur le gouvernement camerounais dans le cadre de la crise anglophone? Ce problème est camerounais. Il va trouver sa solution durable. Sa solution qui touche à la refondation de notre pays, il va se faire si les Camerounais décident de le faire. Toutes les instances internationales, bon, c'est une bonne chose s'ils rappellent au Cameroun les engagements que le Cameroun a pris sur le plan international. Le respect des droits de l'homme, c'est un engagement que le Cameroun a pris. Le fait de ne pas tirer sur ses propres citoyens, c'est des engagements que le Cameroun a pris. Le fait de ne pas faire des exécutions extrajudiciaires, c'est des engagements que le Cameroun a pris. Il y a de multiples engagements que nous avons signés au niveau des Nations Unies, au niveau de nos relations même bilatérales avec d'autres pays. Mais ce problème est camerounais. Personne ne va sortir d'où que ce soit. Il faut qu'on arrête de rêver. C'est notre responsabilité. Chaque pays se construit soi-même avec ses citoyens. C'est notre responsabilité de nous lever, d'agir, demain en noir, après-demain avec des marches, après-demain avec des sit-ins, jusqu'à ce qu'on entre en transition politique. Merci Kawala. Je rappelle que vous êtes la présidente nationale du CPP, le Cameroun People's Party, qui est une formation politique de l'opposition au Cameroun. Parlons à présent, 1 an après sa mort mystérieuse. Les Camerounais ne l'ont pas oublié. Cette mort mystérieuse de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Nous vous proposons à ce sujet, à la fin de ce journal, de suivre ce documentaire intégral sur cette affaire qui retrace les circonstances dans lesquelles il a été retrouvé sous le pont des Bebda et toutes les différentes enquêtes qui n'ont pas encore révélé les secrets de cette affaire 1 an après. C'est un documentaire signé Éric Martial.